Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Des combats intenses opposent les forces conjointes FARDC-UPDF aux miliciens Mai Mai Wazalendo, c'est jeudi à Muhola, dans les territoires de Lubero, entraînant les déplacements de nombreux habitants vers Butembo et d'autres refuges. Selon un rapport de l'ONU, les FARDC continuent de collaborer activement avec les FDLR pour lutter contre l'AFC 23 malgré les sanctions en vigueur. La ministre des Droits humains, Maître Chantal Tchambou, a appelé la Commission des Nations Unies à enquêter sur les recrutements forcés des jeunes par les rebelles du 1-23. Elle exige leur libération, dénonçant les violations des droits humains dans l'est de la RDC, notamment l'enlèvement présumé de plus de 300 jeunes à Roubaïa. C'est tout pour les sommaires. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post, messieurs, dames. N'oubliez pas de vous abonner pour être à la une de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Commençons à Muhola. Des combats intenses opposent les forces congolaises et ougandaises aux miliciens Mai Mai à Muhola. C'est jeudi 3 juillet 2025 dans les territoires de Lubero Nord Kivu. Les hostilités ont repris après une offensive contre les miliciens accusés d'exactions sur les civils. Des détonations d'armes lourdes se font entendre et de nombreuses localités le long de la route Musingiri, Vuyinga sont désertes. Les experts des Nations Unies ont indiqué dans leur nouveau rapport paru ce jeudi que les forces armées congolaises continuent de collaborer étroitement avec les forces démocratiques pour la libération du Rwanda, FDLR. Faustine Binja nous en dit plus. Tout au long de la période considérée, le gouvernement de la RDC a continué de s'appuyer systématiquement sur les groupes des Wazalendo, notamment les volontaires pour la défense de la patrie VDP et les FDLR sanctionnés pour combattre la FC M23 et les RDF sur toutes les lignes de front. Les VDP Wazalendo et les FDLR occupaient principalement la première ligne de défense avec le soutien des FARDC. Le 31 décembre 2024, les groupes armés et les autorités militaires, sous la direction de l'ancien gouverneur militaire du Nord Kivu, le général de division Thierry Mwami, se sont réunis à Goma pour renforcer leur coopération en matière de défense. Le gouvernement de la RDC a ensuite transféré des fonds et des moyens logistiques à ces groupes en violation du régime de sanctions, précisent les experts de l'ONU. En réponse à l'intensification des attaques de l'AFC M23 à partir de janvier 2025, les VDP Wazalendo et les FDLR ont intensifié les recrutements des nouveaux combattants, dont des enfants dans leurs zones d'influence respectives et dans des camps de déplacés. Les nouvelles recrues ont bénéficié d'une formation accélérée pour maintenir leur niveau de vie. Des ressources internes de la FCM23 renseignent FARDC et sources de la société civile ainsi que des ex-combattants et chercheurs ont indiqué aux experts de l'ONU la réorganisation des FDLR. Malgré l'existence du plan conjoint RDC-Rwanda visant à neutraliser les FDLR sont restés un allié clé des FARDC. D'anciens combattants de FDLR ont révélé que les capacités militaires de la rébellion ont été considérablement renforcées grâce à d'importants transferts d'équipements des FARDC. De novembre 2024 jusqu'à la date de la rédaction du rapport, les combattants des FDLR seuls ou conjointement avec les FARDC, les VDP Wazalendo et les FADNB étaient actifs sur les positions des premières lignes à Nyiragongo, Rutshuru, Lubero et Masisi et au Sud Kivu, expliquent les experts de l'ONU. Néanmoins, les avancées territoriales de la FCM23 et des FDLR ont considérablement perturbé la présence des opérations des FDLR. Les principaux commandants et combattants ont été contraints de se réinstaller dans les localités des territoires de Rutshuru, Masisi et Nyiragongo. Les combattants militaires des FDLR, le général de division pacifique Ntaunguka, alias Omega, et d'autres dirigeants clés, craignant des attaques des FDLR, se sont retirés à proximité du volcan Nyiragongo et à l'intérieur du parc national de Virunga, ajoute l'ONU.
Conformément à la stratégie des FDLR visant à intégrer les combattants au sein des unités VDP Ouazalendo, les FDLR ont rejoint le CMC FDP à Bukombo ainsi que la PCDS et l'UFDPC à Nyiragongo et dans les périphéries de Goma. Sous la menace constante des FDLR et de la FCM23, les FDLR ont été contraints de quitter Mianja et Lukweti, bastion traditionnel des FDLR abritant d'importants centres d'entraînement où les nouvelles recrues recevaient une formation à l'idéologie anti-rwandaise et aux techniques de combat. Après une courte pause permettant une réorganisation fin janvier, début février, les combattants des FDLR ont repris les opérations militaires contre l'AFC M23 et les FDLR. Le 1er mars 2025, l'AFC M23 a remis plusieurs prisonniers des FDLR au gouvernement rwandais, dont les commandants des hauts rangs, le général des brigades Ezekiel Gakwerere, expliquent les experts de l'ONU. Selon la FCM23, ces individus ont été arrêtés lors de leur raid sur Goma. La plupart, y compris Gakwerere, ont été arrêtés lors d'opérations armées ciblant des hôpitaux. Dans un message officiel du 10 juillet 2025, la ministre des Droits humains, Maître Chantal Tchambou Mwavita, a appelé la Commission des Nations Unies aux droits de l'homme à enquêter sur les recrutements forcés des jeunes par le M23. Elle déplore les violations des droits humains dans l'Est, notamment l'enlèvement présumé de plus de 300 jeunes à Rubaya et de 20 à Lugendo. Elle exige la libération de ces jeunes et condamne fermement ces actes, affirmant la détermination du gouvernement à protéger les droits de la population. Malgré les efforts constants et la volonté ferme de notre gouvernement en vue du rétablissement de la paix dans l'Est du pays, notamment à travers la signature récente de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, nous déplorons avec indignation la poursuite des violations graves des droits humains perpétrées par les rebelles du M23 et AFC, soutenus militairement et logistiquement par les Rwandais dans les zones qu'ils occupent. Entre le 28 et le 29 juin 2025, une escalade de violences a été observée dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Le samedi 28 juin, dans la cité minière de Rubaya, en territoire de Masisi, plus de 300 jeunes, dont de nombreux adolescents, ont été arrêtés à la suite d'un bouclage opéré par les éléments du M23 AFC et conduits vers une destination inconnue. Dans le groupement de Lugendo en territoire de Kabare, au sud Kivu, plus de 20 jeunes ont également été enlevés dans les circonstances similaires. Ces derniers ont par la suite été présentés publiquement dans la cité de Birava, lors des meetings organisés par les rebelles, comme des volontaires ayant rejoint la rébellion. Cette mise en scène cynique ne peut dissimuler la réalité. Il s'agit bel et bien de recrutements forcés, orchestrés en violation manifeste des droits fondamentaux des enfants et des jeunes congolais. Ces jeunes sont extorqués, menacés, isolés de leur famille et utilisés à des fins militaires comme boucliers humains, porteurs de munitions ou combattants des circonstances. Le vice-premier ministre Chabani Louko a reçu ce mercredi 2 juillet 2025 la représentante spéciale des Nations Unies, Madame Pramila, pour discuter des violences sexuelles en zone de conflit en RDC. Elle a souligné une baisse significative de cas imputables aux agents de la police nationale congolaise grâce aux actions de discipline et des réformes menées par Chabani. Madame Chantal a félicité le vice-premier ministre pour ses efforts en faveur de la moralisation des forces de l'ordre et a plaidé pour une feuille de route visant à éliminer ces actes inacceptables. C'est très important que le vice-premier ministre de l'Intérieur puisse recevoir Madame Pramila, c'est-à-dire les Nations Unies, sur les questions qui regardent les violences sexuelles en zone de conflit, parce qu'on sait qu'il y avait un cahier de charges qui a été mis en place pour les policiers de pouvoir s'engager à ne plus jamais commettre des actes de violence sexuelle, et spécialement en zone de conflit. On s'est rendu compte que le nombre de policiers, avec toutes les
les informations qu'ils ont pu avoir. Il y a certains qui se sont engagés. Le nombre de policiers qui commettent les actes de violence sexuelle a extrêmement diminué. Pour cela, nous félicitons quand même la PNC. Mais on doit aussi continuer parce qu'il y a d'autres engagements que la PNC devrait se mettre en place. C'est-à-dire la feuille de route n'a pas encore été validée. Alors on est là pour voir comment est-ce qu'on va mettre la feuille de route de la police nationale pour qu'elle soit validée. Mais elle doit être aussi mise à jour par rapport au contexte actuel. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, signé le 27 juin 2025 à Washington, est salué par plusieurs acteurs politiques, mais suscite des critiques. Maître Ferdinand Kambere, cadre du PPRD, les considère comme un accord de business. Il affirme que cet accord entérine l'occupation militaire de la RDC par le Rwanda et l'Ouganda cède le minerai à des puissances tierces comme les États-Unis et le Qatar et impose les silences sur le massacre et pillage. Selon lui, le régime de Tshisekedi viole plusieurs articles de la Constitution. En réalité, on a plus mis au devant de la scène l'accord de business, l'accord sur le commerce, que l'accord de paix. L'accord de paix, en réalité, il doit d'abord se dire, c'est vrai, les parties prenantes, on doit se dire, l'accord de paix est signé entre les belligérants, les parties prenantes. Mais maintenant, là, lorsque le débat qui est dans le média, jusque-là, le régime n'arrive pas à nous pousser pour nous dire qu'on a parlé que de paix et les business, on pourrait toujours y revenir, mais il faut que la paix soit un préalable pour tout le monde. Maître Juvenal Monobo, député national honoraire de Walika, les considère l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda comme un pas important vers la paix. Il souligne la nécessité de clôturer les négociations de Doha entre le gouvernement de la RDC et la C23 ainsi que de tenir un dialogue interne inclusif pour une paix durable. Monobo évoque également la complexité de la neutralisation des FDLR, notant que le Rwanda n'a pas réussi à les neutraliser en 5 ans, alors que la RDC doit les faire en 3 mois selon l'accord de Washington. Alors, la question FDLR, qui est la revendication du Rwanda, ce n'est pas une question facile. C'est une question ancienne et le Rwanda, c'est une question actuelle. Et les deux parties d'ailleurs conviennent que c'est une question actuelle. Mais ce n'est pas une question facile. Pourquoi? Parce que le Rwanda a fait 5 ans ici, lors de la Deuxième Guerre, et l'objectif c'était de neutraliser les FDLR. Mais on n'est pas arrivé au bout des FDLR. Alors, il va se poser sûrement d'abord la question de savoir qu'est-ce qui va précéder entre la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces rwandaises, ce qu'on appelle la levée des mesures de défense. Et tout ça, ça doit se passer dans 3 mois. Donc la première contrainte, c'est de savoir qu'est-ce qui précède. Est-ce que c'est la neutralisation des FDLR qui précède le désengagement ou la levée des mesures de défense, ou c'est plutôt les désengagements de l'armée rwandaise qui précèdent la neutralisation? Le caucus des députés d'Ouvira a rencontré mercredi le ministre d'État aux infrastructures. Ils ont discuté de l'arrêt de travaux de construction de la route Ouvira et Kavimvira à Kalundu. Justin Bitakwira, le doyen, a expliqué que l'opérateur burundais avait cessé de financer les projets en raison du non-remboursement de son investissement par le gouvernement. Les élus d'Ouvira rappellent que leur ville est un symbole de résistance et ne doit pas être négligé par Kinshasa. Et ici, nous voulons nous adresser particulièrement au président de la République, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, que l'arrêt des travaux sous la chaussée de la ville d'Ouvira est un acte qui décourage même la résistance. Parce qu'aujourd'hui, Ouvira incarne la résistance et même le stop de l'avancée de la rébellion. Donc, décourager cette partie de la République, l'arrêt des travaux fait voir que le gouvernement se désintéresse à cette partie qui incarne la République. Et aussi, nous voulons nous adresser au ministre des Finances.
M. Doudou Famba, que le regard du monde entier, le regard de la République, pour que le gouvernement signe encore sa présence, que Ouvira ne dépend pas de l'AFC ou M23, dépend du gouvernement congolais, qu'il débloque le financement de cette route. Je ne veux pas dire que s'il ne débloque pas, il serait complice ou quoi, mais c'est un devoir moral, c'est un devoir politique. Il n'y a que ces travaux-là qui incarnent que Ouvira fait partie intégrante de la République démocratique du Congo et dépend du gouvernement congolais. Et à la première ministre de faire pression sur ces membres du gouvernement concernés par cette étape. Deuxième élément, il y a un proverbe qui dit, et ça c'est Hérodia qui nous l'a appris, que quand un furoncle vous prend par la gorge, vous finissez par avaler un peu d'épi. Cette partie a des conflits locaux. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela-Kamba, a rencontré mercredi le gouverneur Bobo Boloko pour élaborer un document stratégique urgent suite aux directives du chef de l'État le 11 juin 2025. Un naufrage sur le lac Ntumba près des Bikoro a causé la mort de 48 personnes. 46 rescapés ont été secourus et 107 passagers sont portés disparus. Le gouvernement de la République démocratique du Congo est engagé dans une dynamique de gestion de catastrophes naturelles et de la protection civile. C'est au tour de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela-Kamba, que les gouverneurs de l'Équateur, Bobo Boloko, et les experts du ministère de l'Intérieur se sont rencontrés à Kinshasa pour la mise en commun d'un document stratégique de prévention de naufrages et surtout d'évacuation de sinistrés régorgés au terrain au Natra Mbandaka. Aussi, conformément aux orientations du discours à la nation par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, du 30 juin dernier, sur cette question. Il y a des baleinières qui quittent pour aller à Tchouapa. La baleinière doit passer par Mbandaka. La baleinière passe pour aller à Kinshasa, ça va passer toujours par Mbandaka. C'est pour cela que vous voyez qu'on a beaucoup de cas de naufrage à Mbandaka, puis ça c'est la route obligée. Et on a parlé avec madame, vraiment, on a eu de très bons contacts et elle a promis que d'ici là, elle va aller à Mbandaka. La population du Grand Équateur attend encore la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchiela-Kamba, après la dernière mission gouvernementale réussie pour sauver les vies de ses compatriotes sur les fleuves Congo. Elle était partout, dans les hôpitaux, là où il y avait des deuils, partout, presque dans tous les 20 quartiers, puis c'est la ville de Mbandaka, 20 quartiers. Et quand maman va rentrer encore, on a besoin de lui. Le gouverneur de l'Équateur, Bobo Boloko, qui a tout d'abord échangé avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sur cette question, répare avec satisfaction après cette séance de travail autour de la vice-ministre Eugénie Tchiela-Kamba. Messieurs, dames, fin de l'essentiel de l'actualité pour ce 3 juillet 2025. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci surtout pour votre fidélité sur Kivu Morning Post, informé pour transformer.